Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne arrivée sur Canal 3 à Bénin. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 février 2020. Il y a 30 ans que démarrait exactement la conférence nationale des forces vives de la nation. Le Bénin célèbre donc ce moment mémorable qui a accouché sa démocratie, cité en exemple partout dans le monde. Vous êtes bienvenus donc sur le 13h. Voici les titres. On va commencer justement par ce Bénin, ou le Bénin qui assouplit sa décision qui interdit l'entrée de bétail sur son territoire dans le cadre de la transhumance. Une révision de position sollicitée par le Niger dont le président avait envoyé un mot à Patrice Talon. Nous verrons dans ce journal les détails autour de la souplesse accordée par le Bénin dont l'indulgence a ainsi été sollicitée. Alerte, il faut sauver PAPME, le projet d'appui aux petites et moyennes entreprises, né au début des années 90, se meurt dans une crise effroyable et presque inexorable. Vous entendrez la râle d'agonie d'une institution qui avait eu des jours fastes et fait le boulevard de la microfinance au Bénin. Gros dossier à suivre. Un nouveau module de salle de classe à l'école primaire publique de Godomé Plateau. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. L'inauguration a eu lieu hier et Narcisse Alossé nous a ramené quelques images de la fête consacrée justement à sa mise en service. Le Bénin veut déroger exceptionnellement à sa décision qui ferme ses frontières à la transhumance des bêtes cette année. Il a été mu dans sa démarche par la sollicitude du Niger qui avait envoyé un émissaire récemment auprès de Patrice Talon. C'est pour obtenir grâce au profit des pasteurs nigériens. Conséquence, 50 000 bêtes vont rendre visite au Bénin et profiter de son vert pâturage. Une concession au terme d'une concertation entre les délégations des deux parties qui se sont rencontrées et qui en ont fait un point à la presse. Voici un extrait. En réponse à cette sollicitation, le Bénin se propose d'accueillir de façon exceptionnelle entre le 1er mars et le 30 avril 2020, avec un sursis de 10 jours, 50 000 têtes de bovins en provenance du Niger via les portes de Bonsai et Kompa dans la commune de Karimama d'une part, le pont de Malanville dans la commune de Malanville d'autre part. L'aire géographique réservée à ces troupeaux ne saurait dépasser la limite de la commune de Kaourou. En vue de faciliter l'accueil des pasteurs et le suivi sanitaire des troupeaux, il est attendu de la partie nigérienne 1. La transmission aux autorités béninoises de la liste officielle des éleveurs candidats à la transhumance ainsi que les effectifs de leurs troupeaux respectifs. 2. La délivrance au profit des transhumants attendus au Bénin des certificats internationaux de transhumance. 3. La sensibilisation des pasteurs pour la détention des documents d'identité en cours de validité. La conduite des troupeaux par des bouviers âgés de 18 ans au moins. L'encadrement des animaux par un nombre suffisant de bergers. Un berger pour 50 à 100 têtes de bétail. La traversée et le pâturage de jour. L'interdiction aux pasteurs de détenir et d'utiliser des armes de guerre et tout stupéfiant. La partie béninoise s'engage à mettre en place un dispositif d'accueil des transhumants aux portes d'entrée, de faire passer gratuitement les troupeaux sur son territoire national, rendre disponible l'aliment bétail aux portes d'entrée et sur les axes des transhumants, mettre en quarantaine et vacciner aux frais du pasteur transhumant tout troupeau non détenteur du certificat international de transhumance, de refouler tout troupeau n'ayant pas emprunté les portes d'entrée définies. Les deux parties s'engagent à impliquer davantage les organisations des producteurs dans la gestion de la transhumance.
Voilà pour ce qui est donc des détails. Le changement climatique, le PNUD, ne se lasse pas d'en parler. L'organisation internationale est allée évoquer encore le sujet à l'université d'Abomey-Calavi. C'est à travers une initiative qu'elle a d'ailleurs lancée et dénommée 1.5 et qui appelle à un engagement citoyen pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Wahab Alibara. La promesse climatique du programme des Nations Unies pour le développement prend corps au Bénin. Le Bénin, retenu pour être pays pilote de l'initiative 1.5 lancée le 13 février dernier à New York. Il s'agit là d'une action climatique plus audacieuse qui vise à toucher le plus grand nombre de populations sur les effets néfastes des changements climatiques. Et pour le top de cette vaste campagne de sensibilisation, c'est la communauté universitaire qui est mobilisée. Cette initiative vise à sensibiliser le monde entier, toutes les populations, les communautés, sur l'urgence qu'il y a de tout faire pour réduire le réchauffement climatique à 1,5 et même en dessous. Donc le Bénin a été choisi comme pays pilote pour le lancement de cette initiative et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour sensibiliser toutes les couches de la population sur les effets néfastes des changements climatiques et sur la responsabilité que tout un chacun de nous avons pour agir maintenant et vite pour sauver la planète Terre. Le choix du Bénin pour piloter cette initiative de l'administrateur du PNUD réside dans la crédibilité et surtout la disponibilité du gouvernement béninois à accompagner ce vaste mouvement de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour financer l'action climatique en vue d'atteindre les 1,5 et même en dessous. Le Bénin, à l'instar de bon nombre d'États partis à l'accord de Paris, a élaboré et soumis son CDN en 2016. Notre pays est donc engagé à jouer sa partition dans cet effort mondial de maintenir pour les générations futures un monde viable et vivable et stable, gage d'un développement économique et humain juste et durable. Le choix porté sur notre pays, le Bénin, confirme une fois encore que les efforts inlassables de notre pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique sont reconnus. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'engagement personnel et le leadership éclairé du président de la République, le président Patrice Talon, dans le maintien d'un environnement durable et d'une croissance plus juste, plus équitable et plus durable. Le message du PNUD est fait de communication mettant en évidence la menace que constituent les changements climatiques et leur impact sur le développement durable. Les étudiants et les populations sont invités à manifester leur engagement à combattre ce phénomène sur www.mission1.5.bj. Voilà. Et quand on parle de changement climatique, on pense aussi à l'environnement. Une clinique juridique pour sauver donc l'environnement et le protéger des agressions diverses. La trouvaille est de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et coordonnée par le ministère en charge du cadre de vie et du développement durable. Pour se donner une idée de son fonctionnement, des étudiants et des acteurs de la société civile ont été conviés à une simulation. C'était à la cour d'appel de Cotonou hier. Clément Achadé. C'est un procès simulé qui se déroule ici dans l'une des salles d'audience de la Cour d'appel de Cotonou. Initié par l'Institut de la francophonie pour le développement durable et coordonné par le ministère du cadre de vie et du développement durable, la clinique judiciaire que voici met en exergue l'importance du droit de l'environnement dans la société. Un droit très peu exprimé devant les juridictions africaines, mais qui représente aujourd'hui un défi. Un véritable défi puisqu'il s'agit de montrer par un exercice pratique, par une simulation d'un procès environnemental, de montrer tout l'intérêt, l'importance et l'actualité du droit de l'environnement en tant qu'instrument de la justice environnementale. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans quelques décennies avec un constat d'échec, il est essentiel que nous puissions réveiller les consciences de tous les citoyens, qu'ils soient ouvriers, paysans, chefs d'entreprise, étudiants, hommes politiques ou femmes même de ménage,
Nous devons nous y atteler pour faire en sorte que la protection de l'environnement devienne une constance. Et pour gagner ce pari, la clinique juridique initiée au profit des étudiants a mobilisé plusieurs experts du droit international et des procédures judiciaires. C'est une formation pédagogique et pratique impliquant à la fois l'application du droit international, régional et national. Cet ensemble, ce corpus juridique, très impressionnant. Pour certains, il est même trop impressionnant. Mais il s'agit maintenant de en faire un droit vivant, pas simplement des textes juridiques qui, pour certains d'entre eux, sont des textes assez morts, assez passifs, mais en faire un vrai droit vivant. Et la vie du droit, c'est par la jurisprudence, c'est par le recours à la justice. C'est là que le droit manifeste son caractère vivant. Entre la théorie et la pratique, le fossé demeure très grand et cette clinique vient à point nommé pour réduire cet écart. Ce laboratoire juridique d'expérimentation du droit de l'environnement permettra et facilitera une meilleure appropriation de nos tests. Nous avons suivi plusieurs séquences et qui ont permis à nos apprenants de faire parler désormais nos tests qui, pour la plupart du temps, sont restés très muets. Encadrée par des professionnels du droit, la clinique juridique a donc pour vocation de susciter le recours pour le droit de l'environnement. La pertinence et la qualité de cet exercice juridique dépendent de la rigueur de l'argumentaire. C'était le symbole même de la lutte contre l'extrême pauvreté et l'autonomisation des populations de couches défavorisées. Le PAPME, projet d'appui aux petites et moyennes entreprises, né au début des années 90, est une structure de microfinance d'utilité publique qui a fait de nombreuses familles à travers ses appuis financiers. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la maison a besoin d'appui à son tour. Et malgré les multiples solutions engagées pour la sauver de sa perte entamée depuis 2006, la descente aux enfers continue. Ce sont surtout les employés qui en subissent le vrai coup. Leurs conditions de vie sont minables. À l'aide, la plus vieille institution de microfinance au Bénin se meurt, un dossier d'enquête d'une dizaine de minutes réalisé par Clément Adjadi. C'est une gabegie financière qui s'explose et qui s'étale en public plusieurs années après la création du PAPME, Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Une institution financière aussi vieille que les autres, créée en 1999, ayant contribué à l'émergence de nombreuses petites et moyennes entreprises au Bénin. Tombée sous le coup de la mauvaise gestion, l'entreprise spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises a été placée sous une administration provisoire depuis 2014 après liquidation. Malgré ce mode de gouvernance choisi par les autorités publiques, les difficultés de cette institution d'accompagnement des PME se sont aggravées. L'état des lieux aujourd'hui au PAPME n'est pas du tout reluisant. Parce que le PAPME a perdu sa crédibilité et le personnel est en difficulté. Nous ne faisons plus du tout le crédit qui est notre activité principale. Or, il faut faire le crédit pour pouvoir vraiment faire face aux charges qui sont les nôtres. Le personnel de PAPME a en effet consenti de nombreux efforts pour redresser la maison en chute libre au point de changer les services fondamentaux dont le crédit. Un crédit qui va disparaître quelques années plus tard, laissant place à une seule activité, la collecte de l'épargne. Nous faisons de l'épargne qui était une activité secondaire pour accompagner le crédit. Mais malheureusement, cette épargne aujourd'hui, c'est elle qui est devenue notre activité principale. Et nous avons élargi de l'épargne simple, nous sommes allés jusqu'à développer la tontine, l'épargne tontine. Et c'est ça qui est l'activité que nous menons aujourd'hui. Malheureusement, cette activité que nous menons ne nous permet pas vraiment de pouvoir développer notre institution qui est en train de mourir petit à petit. Dans le passé, on ne le faisait pas, on n'avait pas accompagné le crédit de cette épargne-là. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de clients sont tombés en impayés parce que d'abord, il y a la mauvaise foi des clients. Il y a également le fait que les hommes politiques qui ont pris les sous dans notre institution ne remboursent pas. Et certains particuliers également de très mauvaise foi
n'arrivent pas à rembourser leurs crédits. Malgré ces efforts du personnel qui a accepté serrer les ceintures depuis l'administration provisoire, la situation perdure avec des conséquences misérables sur la vie des employés qui souffrent le martyre avec des conditions salariales inédites. Depuis 2014, le personnel s'est suffisamment sacrifié jusqu'à accepter même un abattement sur son salaire. Ça a touché même le salaire de base. Est-ce que vous voyez? Et le personnel continue toujours à se sacrifier. Nombreux sont ceux-là aujourd'hui qui sont renvoyés par les propriétaires. Nombreux également sont ceux-là qui vivent dans le noir parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais les factures d'électricité, les factures d'eau, n'en parlons pas. Depuis plus de 4 ans, sinon fois 5 ans, nous n'avons plus de couverture sanitaire. Nous travaillons, mais nous tombons malades, nous n'avons pas les moyens pour nous faire soigner. Nous octroyons du crédit aux gens, mais nous-mêmes, nous ne pouvons plus, on ne peut pas nous accorder du crédit. Nous ne pouvons même pas bénéficier d'avance sur salaire. Pouvez-vous imaginer, par exemple, un père ou une mère de famille ayant entre 7 à 10 bouches à nourrir et se retrouvant à la fin d'un mois de travail avec un acompte de 10 à 20 000 francs CFA, qu'en fera-t-il? Nos enfants sont renvoyés des écoles, faute de pouvoir continuer à payer leur scolarité. Pourtant, il s'agit évidemment d'une association des finances reconnue d'utilité publique à caractère économique ayant des particularités sans pareil. Par exemple, son régime qui est une mésofinance. D'ailleurs, l'historique du PAPME laisse savoir qu'elle a financé des projets conduits par l'État. C'est une institution qui est entre les microfinances et les banques classiques. C'est-à-dire, il y a une partie de la population, surtout les petites et moyennes entreprises, dont les activités présentent certains risques que la banque classique ou bien les micros ne peuvent pas financer et que c'est cette frange des petites et moyennes entreprises que PAPME prend en compte et on finance. Je prends l'exemple de l'année 2005. Comme l'encours au 31 décembre, c'était 21 milliards 186 millions. 21 milliards, je dis, 186 millions. Et le montant décaissé était 23 milliards 119 millions. Et on avait fait un résultat de près de 1 milliard 82 000. Je dis bien 1 milliard 82 000. Donc ça veut dire que c'est une institution qui normalement devait préserver. On devait l'accompagner. Mais malheureusement, il y a la mauvaise gouvernance, la politique s'est ingérée et à partir de 2006, les problèmes ont commencé. Et pour corriger cette mauvaise gouvernance caractérisée par une gestion économique sombre, l'administration provisoire a élaboré un plan de redressement de l'institution en 6 axes. Il s'agit de la culture de la bonne gouvernance, le développement des activités, le renforcement du système de contrôle interne, la sécurisation du système informatique, la réorganisation des ressources humaines et la transformation institutionnelle. Ce qui est des ressorts et des compétences de l'institution ont été suffisamment ont évolué. La seule phase qui nous reste, ce n'est que le financement maintenant des activités. C'est ce dernier aspect que nous sommes en train d'attendre forcément. Avec toutes les démarches que nous avons déjà menées envers le gouvernement, nous attendons forcément qu'il puisse nous aider à démarrer les activités. Nous n'appelons pas le gouvernement pour venir nous payer les salaires, pour venir nous aider à prendre les salaires, mais pour qu'on redémarre les activités. Il y a un comité de suivi dont le président, le directeur du cabinet du ministre des Finances, que nous remercions au passage. Ensuite, le ministre aussi, qui nous a déjà reçus pour la première fois. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le financement. Le financement. Les dirigeants actuels avec le personnel ne baissent donc pas les bras, malgré l'évolution peu rassurante sur laquelle plane un avenir aussi sombre du processus de redressement. Leur dernier recours aujourd'hui, Patrice Talon, président de la République, qui selon eux, aurait déjà réussi à ressusciter des sociétés d'État au Bénin. Nous crions haut et fort et sollicitons que le chef de l'État s'implique personnellement dans la réussite du redressement de PAPME. Ce redressement-là a trop duré depuis 2000. Ça fait plus de 5 ans déjà. Comme l'État a eu à le faire en son temps. Quand l'État a eu à le faire en son temps à la CLCAM. La CLCAM a connu les mêmes difficultés. L'État a accompagné la CLCAM. Donc le ministère des Finances, la BCAO ou la commission bancaire doit faire tout possible pour trouver des moyens de financement à l'institution qui est en difficulté. On dit clairement aux organes chargés du suivi de l'administration provisoire que PAPME
est bel et bien fiable et viable. Nous pouvons comparer PAPME aujourd'hui à une belle voiture qui serait tombée en panne et dont une équipe composée de mécaniciens expérimentés se serait occupée de la réparation. Cette équipe de mécaniciens, c'est le personnel de PAPME. Nous avons examiné toutes les pièces de la voiture. Nous en avons changé celles qui sont endommagées. Nous avons recuré, lavé le moteur et mis tout au propre. Et au moment de démarrer cette voiture, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas de carburant. Comment démarrer une voiture sans carburant? C'est impossible. Et c'est justement ce carburant que nous implorons le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, de nous procurer. Il s'agit d'un financement, si petit soit-il, qui puisse nous permettre au moins de relancer les activités de crédit qui sont source de revenus pour notre institution. Entre sacrifices professionnels et désespoir, les agents de la maison PAPME entendent vaille que vaille redorer le blason d'une institution financière qui aurait fabriqué plusieurs industries et des puissants du monde des affaires au Bénin. C'est une situation dramatique ou un incident à prendre au sérieux. Des milliards de nos francs CFA qui partent progressivement en fumée avec à la clé plus de 15 000 personnes directement touchées. L'État béninois est interpellé et doit prendre des mesures pour sonner le glas de la misère du personnel PAPME, une association d'utilité publique. Voilà pour Clément Atchadé. Nous restons dans le monde de la microfinance pour vous parler de l'atelier de sensibilisation des acteurs de ce secteur-là sur les enjeux de l'inclusion financière au Bénin. Une initiative de la direction en charge de la microfinance pour contribuer à la promotion de l'inclusion financière afin d'en évaluer les impacts sur l'économie et l'autonomisation des femmes. On retrouve les deux compagnons de tout à l'heure, Clément Atchadé et Eder Mpavi. Les acteurs du secteur financier et de la microfinance ensemble pour réfléchir sur l'importance de l'inclusion financière dans le système économique béninois. Il s'agit de la tenue de l'atelier de sensibilisation des acteurs sur les nouveaux enjeux de l'inclusion financière. Une sensibilisation organisée par la Direction générale de la microfinance du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ceci dans le cadre du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance ADAPAMI. Mes sincères remerciements à monsieur le directeur du projet ADAPAMI et à tous ses collaborateurs pour leur appui technique et financier à l'organisation de cette rencontre périodique. Madame le ministre, votre présence est une marque de l'engagement du gouvernement pour la création des conditions favorables à l'inclusion financière au Bénin. Cette activité est l'une des actions prévues au contrat de performance de la Direction de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique pour soutenir les efforts du gouvernement béninois en vue d'une inclusion financière des populations en s'inspirant de la stratégie régionale d'inclusion financière à laquelle le Bénin est partie prenante. Le projet en question a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la situation économique de la population béninoise, surtout celle des femmes. Pour ce faire, ADAPAMI et ses partenaires entendent impacter 5 000 nouveaux bénéficiaires, dont 350 000 femmes. Et pour les partenaires canadiens et la ministre en charge de la microfinance, cette ambition est à saluer. La lutte contre la pauvreté nécessite une synergie d'action des différents acteurs qui œuvrent pour le développement, au premier rang desquels figurent les professionnels de la microfinance. Votre promptitude à ce rendez-vous est une marque de l'importance que vous accordez à notre combat commun qui est axé sur la réduction de la pauvreté au sein des populations béninoises à travers la promotion d'une offre de services financiers adaptée. De façon spécifique, cet atelier vise à vulgariser la notion d'inclusion financière et préciser ses implications pour les acteurs du secteur de la microfinance. Présenter les enjeux liés à la promotion de l'inclusion financière, ressortir l'importance du volet égalité hommes-femmes dans la stratégie nationale d'inclusion financière en cours d'élaboration. Notre mission ne saurait prospérer que dans un cadre de concertation, de synergie d'action
des différents acteurs ainsi que de mutualisation des moyens. Les échanges en question permettront aux participants de mieux vulgariser désormais la notion de l'inclusion financière tout en précisant ses implications pour chaque acteur de la microfinance. Le résultat attendu est que l'inclusion financière dans toutes ses dimensions soit une réalité au Bénin. Voilà, merci beaucoup à Clément Tchadé. Un forum bilan est engagé depuis hier à Soava pour faire le point de la mise en œuvre depuis 2016 de l'initiative vaccinale décentralisée. C'est un projet conçu et mis en œuvre pour sa phase pilote dans 5 communes du Bénin et qui vise à augmenter la demande de vaccination par les communautés. Idrissou Boukari et Rachidi Soubero. La cité lacustre de Soava était confrontée il y a quelques années à la problématique liée à la couverture vaccinale, l'hygiène et l'assainissement. Et comme solution à ce problème, l'initiative vaccinale décentralisée a été mise en place dont la phase pilote prend en compte les communes de Soava, Abomey-Calavi, Cotonou, Savalou et Banté. Le projet a démarré depuis 2016 et après 4 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. C'est ce qui justifie la tenue de ce forum ce mardi à la Maison des Jeunes de Soava. L'initiative vaccinale décentralisée a eu un impact majeur sur la population. Il y a plus de 4000 enfants qui ont reçu leur volet numéro 1. Il y a plus de 120 000 femmes qui ont été référées dans les centres de santé, à la zone sanitaire, à Lomel, etc. Il y a plus de 200 enfants et autres patients que nous avons référés avec les barques UNICEF. Il y a beaucoup de résultats. Je pense que c'est un acquis pour nous. Aujourd'hui, c'est de voir les perspectives. Il ne faut pas dire qu'on a déjà un acquis, on a les résultats pour croiser les bras. Il faut continuer, d'autant plus que tous les jours, les enfants naissent. À l'heure du bilan, nous pouvons nous assurer que l'IVD a impacté considérablement la cible désignée et induit des changements de mentalité, de comportement chez nos populations. La couverture vaccinale s'est nettement accrue et les précautions pour l'hygiène et l'assainissement sont de plus en plus adoptées. Cela va sans dire que cette initiative est bénéfique et se doit être pérennisée. Durant les 4 années de mise en œuvre de l'initiative vaccinale décentralisée, d'importantes actions ont été menées. À travers cette projection, les activités phares ont été présentées avec des résultats très encourageants. On parle entre autres de la mise en place d'un cadre de concertation présidé par André Todje, des plaidoyers et mobilisations de toutes les couches sociales, de la caravane nautique sur la vaccination, la sensibilisation dans les grandes embarcations de la commune en partance pour Cotonou et bien d'autres. 2 principaux partenaires ont soutenu la mise en œuvre du projet, l'UNICEF et l'USAID. L'USAID a clairement compris qu'il s'engageait à contribuer à réduire le taux de mortalité chez les enfants de 0 à 59 mois. Ce noble objectif cadre bien avec ceux du cadre stratégique de l'USAID 2017-2022 qui dispose en ses points 2 et 3 d'améliorer la protection des populations vulnérables et de renforcer la gouvernance du secteur santé. Cette approche fait partie intégrante de l'engagement de l'UNICEF recentré sur l'équité, ne laisser personne de côté, pour atteindre chaque enfant où qu'il se trouve. Les participants à ce forum bilan sur l'initiative vaccinale décentralisée sont pour la plupart des pères et mères modèles. Ces parents qui suivent rigoureusement le calendrier vaccinal de leurs enfants et ne laissent pas les documents de naissance de leurs enfants traîner dans les centres de santé. Parmi les 5 communes bénéficiaires de la phase pilote de ce projet, Soava a reçu les félicitations du ministère de la Santé. La commune de Soava, au cours de différentes étapes de la mise en œuvre, a montré son engagement dans la réussite de ce challenge. Les autorités communales ont pris à bras le corps l'initiative et ont fait de sa réussite un sujet de préoccupation de tous les instants. Ce forum bilan consacre la fin du projet initiative vaccinale décentralisée qui sera expérimenté dans d'autres communes du Bénin. Le défi pour le conseil communal de Soava est la pérennisation du programme. À cet effet, d'autres partenaires sont invités à le soutenir pour assurer le bien-être des populations. Joie et gratitude ont accueilli la délégation de l'organisation non gouvernementale École de Solidarité. C'était hier à l'école primaire publique
de Godomé Plateau. Elle y était ainsi choyée pour y avoir construit un module de salle de classe. L'infrastructure vient changer carrément le décor de ce lieu d'apprentissage. Narcisse Alossé et Déon Pévi. Remise de clés et coupures symboliques de ruban et les usagers de l'école primaire publique de Godomé Plateau entrent officiellement en possession de ce bâtiment. Un module de 3 salles de classe accompagné de 8 cabines de latérines, dont de l'organisation non gouvernementale École de Solidarité. Sans une éducation de qualité, aucune évolution remarquable n'est possible. Pour tout améliorer dans un pays, il faut avant tout améliorer le système d'enseignement. L'ONG École de Solidarité et ses partenaires l'ont compris, d'où ce projet. D'un coût global d'un peu plus de 33 millions de francs CFA, la bâtisse vient combler le déficit en salle de classe dans ce lieu de savoir. Du coup, ce geste des donateurs va contribuer à l'amélioration des conditions de travail à enseignants et apprenants. Au nom des élèves de l'EPP Godomé Plateau, au nom des enseignants, au nom des parents d'élèves, je n'ai qu'un seul mot aujourd'hui. Ce mot, vous le connaissez bien. Merci. Nous, élèves de l'EPP Godomé Plateau, sommes très reconnaissants de ce joyau que vous venez gracieusement de nous offrir. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Seulement, l'utilisation de cet ouvrage nécessite l'équipement en mobilier. Et les autorités municipales présentes à cette cérémonie ont apporté une assurance aux usagers. C'est vrai, nous avons remercié beaucoup l'ONG à travers sa présidente et le président du conseil d'administration. Je voudrais m'engager et tout de suite, sous le contrôle du maire représenté par son deuxième adjoint, que d'ici la semaine prochaine, les salles seront dotées des mobiliers. Mes enfants, chers écoliers, est-ce que vous êtes contents de ça? La mairie de Calavi vient de jouer sa partition. Mais maintenant, la balle est en votre camp. Est-ce que vous êtes prêts à travailler? Est-ce que vous êtes prêts à décrocher les meilleurs résultats? Des performances scolaires souhaitées pour récompenser les efforts de l'ONG d'origine allemande qui est présente au Bénin depuis 25 ans et qui compte déjà 51 projets d'assistance. Quant à l'EPP Godomé Plateau et ses près de 200 écoliers bénéficiaires de ce 51e chapitre, les priorités de leur restent la clôture et l'électrification. Voilà la belle chorégraphie de ces élèves donc, de l'EPP Godomé Plateau pour dire merci à cette ONG qui leur a construit un module de salle de classe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Nous y avons évoqué 2 dossiers essentiels. Il y a celui-là qui touche surtout le cœur, c'est concernant la vie, sinon la survie de PAPME, cette institution de microfinance qui se meurt depuis 2006. Vous avez pu suivre, en tout cas, l'appel à l'aide de ses employés qui sont en difficulté. Puis le Bénin qui a révisé quelque peu sa position concernant la transhumance des bêtes. Le Niger peut envoyer ses pasteurs par ici, faire paître leurs bêtes. Environ 50 000 têtes sont attendues jusqu'à hauteur de Tchaoro et ils en auront pour 1 mois. C'est donc la fin de ce 13h. Merci d'avoir été là. Ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. L'information à la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est déjà à 16h et puis à 19h30, l'édition vespérale. La dernière édition de la journée, c'est à 22h30. L'aventure hebdomadaire d'information pour moi s'achève aujourd'hui. Nous sommes mercredi, vous vous rappelez. On va se retrouver certainement samedi prochain à partir de 11h pour votre rendez-vous de littérature et à 10h30 pour le rendez-vous hebdomadaire de discussion zone franche. Et je vous reprends lundi à 13h pour une nouvelle aventure. D'ici là, vous portez très bien, vous passez un bel après-midi.